Isabelle Jean-Père et Pablo Jean-Père. Bonjour Nicolas. Alors, Isabelle, Pablo, je vous ai envoyé l'invitation. Lancez le direct. Bon, est-ce que ça fonctionne? Oui, magnifique. Et coucou, bonjour Marie. Voilà, est-ce que Isabelle, Pablo, bonjour, merci d'avoir accepté ce live. Vous me voyez là du coup ou pas? Non, mais apparemment, les gens voient bien parce qu'on a revu l'autre vidéo et ça allait. Ouais. Donc, ça doit être nous qui avons un petit souci. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, Nicolas, Marie, est-ce que vous voyez les deux écrans avec Isabelle, Pablo et moi-même? Bonjour. Apparemment. Ah, c'est oui. Parce qu'en fait, vous avez l'impression de parler dans le vide. C'est ça. J'essaye de mettre sur le direct. Alors, Voilà. on vous voit. Bon, merci Nicolas pour cette information. Alors, il y a toujours des petits problèmes techniques en début de live qui sont jamais choisis, mais qui sont bien présents. Oui, voilà, tout à fait. Elle nous voit tous les trois. Bon, ben nickel, ben super. Ben, du coup, on va attaquer. Et ben, en tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'avoir accepté ce live d'auteur, puisque là aujourd'hui, je vous reçois donc pour parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé, avec le petit bonus des exercices. Et en fait, c'est toutes les questions qu'on attend et qu'on se pose sur la détection, la scolarité, le bien-être, l'harmonie familiale autour du haut potentiel, lequel est accompagné, on le sait très bien, de quelques 10 et de TD, de TDAH, TDAH, TD... il n'y a pas TDI non plus, hein, mais ça devrait pas tarder. Alors, c'est un guide pratico-pratique des conseils au quotidien pour votre ado et pour nous en tant que parents. Alors, moi, je l'ai lu, je me suis régalée, j'ai reconnu pas mal de choses, comme par hasard, parce que j'avais assisté à la conférence qui m'avait déjà bien interpellée à certains niveaux. Alors, je vais lire la 4e de couverture pour ceux qui nous écoutent. C'est que vous attaquez la 4e de couve avec les enfants précoces ne sont pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Donc, une citation du pédopsychiatre Olivier Revol. Et en fait, cette citation, on peut tout à fait la transposer aux adolescents, puisqu'on le sait, le cocktail ado plus haut potentiel est parfois compliqué à gérer, tant au niveau des parents que de l'adolescent lui-même, qui parfois ne sait même pas qu'il est haut potentiel. Voilà. Donc, ces 80 ressources que vous nous donnez, que vous nous fournissez, qui sont vraiment extraordinaires autour de la détection, la scolarité, l'orientation, l'harmonie familiale et le bien-être. Alors, en fait, vous êtes un petit duo d'experts, HP tous les deux, Teams parents-enfants. Oui. Donc, oui. Trop mignon et trop chouette. Enfin, c'est une belle aventure. Et vous, votre conviction à tous les deux, c'est que tous ces enfants HP peuvent effectivement transformer notre monde, qui d'ailleurs en a bien besoin. Donc, on va y revenir sur tous ces sujets. Là, je présente, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, vous, y compris en tant que parents, il y a toujours une possibilité d'aller au-delà et de transformer l'essai, puisqu'on est en pleine période de rugby. On pourrait tout à fait... on ne sait jamais si on peut ramener des gens férus de rugby sur un live sur du haut potentiel. Non, je déconne. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre, c'est une pépite. Parce que moi, je l'ai lu et je vous remercie de l'avoir écrit pour d'avoir partagé cette expérience qui est la vôtre, finalement. Et donc, Isabelle, donc, ce que je voulais dire, c'est que vous étiez, votre ressource à vous, ça a été le fait aussi d'avoir été éducatrice, coach en éducation positive et à la fois professeur de français en langue étrangère aux Pays-Bas. Et que vous, Pablo, du coup, aujourd'hui, vous êtes préparateur mental, coach et vous faites du soutien scolaire. Voilà, donc c'est formidable. J'entends pas. Allô? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ok. Est-ce que vous nous entendez bien? Nous? Oui, on entend. Oui, on vous entend bien. On entend bien. Ok, super.
Donc Pablo, en fait, moi je voulais qu'on aborde le livre à travers les 5 aspects que vous avez, la façon dont vous avez structuré dans votre livre. C'est la détection. Comment ça se passe la détection? Parce que finalement, c'est beaucoup de souffrance. Oui, bah, enfin, c'est beaucoup de souffrance dans le sens où c'est vrai que parfois c'est pas, ça dépend des raisons qui amènent à passer le test. C'est vrai que nous, en fait, il y a un sujet qui est important. C'est vrai que c'est à l'adolescence, surtout, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur l'adolescence, c'est un peu compliqué de passer le test. Parce que à l'adolescence, ce qu'on aime, c'est être comme les autres. Souvent, enfin, on préfère être intégré aux autres. Et du coup, venir avec un test dire qu'on est différent de la moyenne, ça peut être quelque chose de compliqué, quoi. Et parfois, c'est vrai que le test n'est pas, on le C'est pas le passe. bon moment. Bah, c'est ça, c'est pas le bon moment. Et parfois, on le passe suite à des souffrances. On se dit, ah oui, il est pas très bien à l'école, ça va pas très bien avec les autres. Donc, on va tester le test de QI, voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais sauf que parfois, c'est pas, ça aide pas, quoi. Ou parfois, le test peut même être faussé, en fait. Parce que les troubles, Si l'enfant, l'adolescent ne se sent pas bien. c'est ça. C'est pas le bon moment, l'adolescence, mais des fois, on n'a pas le choix puisque on est un peu en fin de parcours difficile et finalement, on nous le propose ou on décide nous-mêmes de le faire pour avoir des réponses parce que souvent, on entend notre enfant qui est dyspraxique, dyslexique, qui a des troubles, qui n'arrive pas à tenir en classe, qui est insupportable. Hein. C'est un peu ce qu'on entend à longueur de journée, que ce soit dans le milieu éducatif ou même dans le milieu familial. Et du coup, bon, ben voilà, en fin de course, il nous arrive d'attendre jusqu'à l'adolescence pour faire ce fameux test qui peut effectivement, comme tu le disais si bien, être faussé puisque on parle de HP, donc qui n'ont pas envie d'être différents souvent, donc ils peuvent très bien eux-mêmes fausser les tests. Ça existe, on l'a déjà eu quelques fois avec des personnes qu'on suivait. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous suivez spécifiquement des hauts potentiels et leurs familles pour justement trouver une harmonie, un équilibre, puisque bah, vous, Pablo, ce qui s'est passé, c'est que là, moi, sur mes recherches, j'ai lu que, ben, en fait, déjà, vous marchiez à 10 mois, vous aviez, vous vouliez aller à l'école hyper tôt, vous étiez hyper emballé, sauf que cet emballement, des fois, il n'emballe pas justement le système éducatif tel qu'il est, et que ce qui, au départ, est censé être du plaisir et du bonheur se transforme rapidement en cauchemar parce que on n'a pas tous les codes de, de la scolarité et du coup la scolarité est difficile et vous avez passé vraiment une période assez difficile où vous avez carrément été déscolarisé et vous avez quand même réussi votre bac en candidat libre tranquillou avec une mention bien quoi. Oui, oui, le bac et le brevet, oui, notamment. Bah, en fait, c'était pour revenir un peu sur la scolarité. La primaire, ça allait assez bien. Après, c'était le collège, surtout, c'est une période assez. Enfin, à la fin de la primaire, on va dire que à partir de CM1, CM2, là, ça a commencé, il y a eu du harcèlement, etc. Mais voilà, moi vraiment là où j'ai vraiment craqué le plus, c'était là, en cinquième et aussi après en quatrième. Là, c'était vraiment dans le grave dépression. Voilà. Qu'est-ce qui a généré en fait ça par rapport est-ce que c'est le comportement enfin de l'équipe éducative ou ou un combo avec le relationnel des enfants qu'il y a en classe où souvent on se sent en décalage avec les autres finalement. Oui, il y a un peu un combo. Donc effectivement, donc il y avait ça qui avait plein de facteurs un peu défavorables à ce moment-là. J'avais en sixième, j'avais un ami avec qui je m'entendais très bien et enfin, j'ai pu être avec lui. Voilà, il y a eu plein de choses. Voilà, niveau enseignant, etc., ça n'allait pas très bien. Et puis voilà, cette classe, ça allait pas, plein de choses. Puis même l'âge aussi. L'âge cinquième, déjà, le collège le collège, c'est vraiment pas bien fait en France déjà. Et cette classe de cinquième, c'est vrai que c'était pas, voilà, au niveau du décalage avec les autres, j'ai vraiment beaucoup ressenti. Donc, en fait, c'est des profils qui sont vraiment en décalage avec leur père. Ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc, ils sont déjà différents aux yeux des gens de leur âge, on va dire. Et quand arrive en plus le harcèlement scolaire, bon, en plus c'est d'actualité, hélas. Hein, c'est-à-dire que quand on en parle à l'équipe éducative, le seul retour qu'on a, c'est oui, mais bon, il est différent, oui, mais bon, si, mais en fait, l'école est pour tous, quoi. Oui. Donc, si vous voulez pas des enfants différents, il faut pas faire l'école pour tous. Donc, c'est vraiment très compliqué.
Et on le voit, hélas. Et c'est vrai que moi, j'ai sorti Pablo de l'école parce que je ne me sentais pas ni entendue, ni respectée. Je sentais pas mon enfant respecté. Et comme il l'a si bien dit, Pablo, il était en danger de mort. Moi, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui, vraiment, d'avoir sauvé la vie de mon fils en le sortant de l'école. Pour ces raisons-là, hein, je précise, hein, c'est pas Oui, oui. juste, voilà. Et c'est vrai que parce que c'était devenu insupportable. Oui, il est différent, oui, il a d'autres façons. Alors c'est vrai qu'il s'ennuyait énormément à l'école puisque même si, alors Pablo, il s'avère que c'était un bon élève, mais il y en a qui sont mauvais élèves, mais qui sont très en avance sur leur âge. Et ce serait bon de leur faire sauter des classes parce qu'en fait, ils s'ennuient. Oui. Parce que effectivement, cette école, elle est faite pour tous, donc il y a énormément de répétitions, mais vraiment énormément, énormément, énormément. Enfin, c'est vraiment Ah énorme. oui, c'est vrai. Et donc, du coup, ces profils-là, ils s'ennuient. Donc, si on leur amène pas des stratégies différentes, des moyens comment dire, de s'organiser, il y a quelque chose qui revient énormément, nous, avec les jeunes qu'on accompagne, c'est l'organisation. Les parents nous disent, il n'a pas d'organisation, ou elle, hein, je dis il, Oui, mais oui, bien sûr. parce Oui. que c'est bateau. Voilà. Là, Et donc, en fait, c'est juste que les méthodes d'organisation qu'on leur a données, que ce soit donc l'école ou les parents, ne leur conviennent pas. En fait, ça leur convient pas. C'est pas leur façon de penser. Et nous, assez rapidement, en fait, on trouve des moyens avec eux d'organisation assez simples au final. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est des choses auxquelles personne n'a pensé puisque le prof, lui, il a son organisation comme ça. En plus, bon, bah, ils ont chacun leur organisation. Hein, autant faire compliqué. Donc voilà. Et du coup, il y a un moment donné où ça devient trop et soit l'enfant est vraiment en danger, hein, quand en plus se rajoute du harcèlement, des choses comme ça, soit il va complètement se renfermer sur lui-même. Moi, c'était mon cas quand j'étais jeune, c'est-à-dire qu'il va arrêter de travailler. Moi, on avait décidé que j'étais nulle, donc j'ai décidé moi-même que j'étais nulle et je n'ai plus jamais travaillé à l'école en fait. Je n'ai plus jamais rien fait. C'est-à-dire que moi, j'avais la chance d'avoir des amis à l'école, donc j'étais contente, je voyais mes amis, c'était sympa, mais je ne faisais rien. Et ça, c'est aussi quelque chose de difficile à comprendre pour les parents, parce qu'ils disent oui, il fait rien, il faut rien. Mais en fait, non, il fait pas rien, c'est juste que ce qu'on lui propose est inintéressant, tout oui, il est simplement. Ça inadapté veut pas dire, à ses passions et il n'est pas sur sa, il n'est pas aligné, voilà. quoi. Et alors, effectivement, vient la question toujours après, oui, mais on est bien obligé d'aller à l'école. Donc ça, après, effectivement, on est plus ou moins obligé d'aller à l'école, effectivement. Mais après, on peut mettre en place des stratégies, parce que ce sont des enfants, il faut savoir qu'ils sont stratèges depuis leur plus jeune âge, parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand vous êtes dyspraxique comme Pablo et que la seule chose qu'on vous dit à chaque fois que vous faites un exercice, que ce soit dans n'importe quelle matière, que c'est illisible, ben, vous êtes obligé de trouver des stratégies. Quand vous êtes dyslexique, quand vous êtes, enfin, tous les, comme même quand vous êtes, comment dire, TDA ou TDAH, qu'on vous dit en permanence que vous êtes agité, vous arrivez toujours à trouver des techniques. Donc, mais parfois, ce ne sont pas les bonnes techniques. Et les gens en face ont du mal avec vous. Donc, il faut trouver les bonnes techniques. Donc, des fois, il faut un peu détricoter pour mieux s'armer, on va dire, entre guillemets. Et là, on arrive à trouver des stratégies, soit d'évitement pour certaines matières où on fait le minimum, on se focalise sur celles où on est bonne, où on est bon, pardon, et ou sur celles où on a des bonnes notes, hein, ça c'est intéressant. Enfin, celles qui nous plaisent, on va à fond dessus, ou celles sur lesquelles on sait qu'on peut avoir des bonnes notes sans faire non plus d'efforts surhumains. Et en fait, souvent, c'est difficile à comprendre pour les parents parce que c'est vrai que les parents et la société est faite ainsi, on doit être bon dans toutes les matières. Mais en fait, le but de la vie, c'est après l'école, c'est pas que l'école. Et dans la vie, on n'aime pas tout ni tout le monde. Et pas au même moment. C'est-à-dire que on doit pas se passionner pour le tricot à 35 ans, alors que si on nous donne du tricot à faire ou de la couture, moi je me souviens d'un truc quand j'étais en CP, on faisait de la couture. Bon, moi ça m'intéressait, tout m'intéressait, mais par contre enfin la physique beaucoup moins. Mais bon, ben évidemment, c'est sûr que par exemple, je pense que on n'est pas intéressé par des choses au même moment. C'est-à-dire que c'est une question aussi de maturité du cerveau. Exactement. Oui. Exactement. Voilà, donc, oui, c'est pour ça qu'il faut aider ces enfants qui sont en difficulté, que ce soit, il y en a qui sont très bons élèves hein, en plus, hein, mais qui s'épuisent. Ils s'épuisent, ils se fatiguent à faire des choses qui ne les intéressent pas. Et il y a un moment, souvent dans l'année, et ça, les parents ont beaucoup de mal, notamment nous on voit l'année du brevet, parce qu'en fait maintenant, le brevet, il est en, comment ça s'appelle, en contrôle continu. Oui. Donc, c'est des enfants qui ont une très bonne moyenne, qui ont 16 de moyenne générale. Et finalement, bah, le jour du brevet, ils font rien.
Mais parce qu'ils n'ont pas besoin de faire, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'ils iraient au bout du truc alors que de toute façon, ils vont avoir leur brevet? Ils font pas une mention. Donc, Voilà. du coup, oui, mais Si eux, c'est ils pas la s'en fichent. motivation, bah oui. Donc, voilà. Si ceux qui ont envie d'avoir une mention, ils vont se donner à fond. Mais il y en a, ils s'en moquent complètement et du coup, ils se donnent pas à fond. Et c'est pas si grave, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve. Après, je sais qu'il y a des parents, ça les met vraiment, ça les rend fous. Mais il faut arriver à savoir, en fait, comment dire, ne pas être bon à l'école ou ne pas être optimal à l'école ne veut pas dire qu'on va rater sa vie ou qu'on va pas être optimal dans la vie future. Bien au contraire, en fait. On met en place des choses qui vont nous aider à trouver notre voie dans ce tunnel un peu. C'est un peu ça, en fait. Hein. Finalement, c'est un peu un tunnel. Ah, je vois un peu la lumière, donc je me dirige. Faut arriver, en fait, à s'en sortir. Sans s'épuiser, quoi, sans en avoir vraiment marre, quoi, parce qu'en fait, on retrouve des enfants qui sont complètement lessivés, et nous, on s'occupe aussi des enfants post-bac qui ont déjà fait 1 an ou 2 ans d'études et qui sont complètement, mais c'est du burn-out total, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus rien voir, ils veulent plus rien faire, alors qu'ils ont des facultés, enfin tous les enfants d'ailleurs au moins, hein, c'est pas, mais c'est incroyable de voir des jeunes qui sont déjà complètement épuisés, alors qu'ils ont des facultés, qu'ils ont eu des résultats de malade, ils sont entrés dans des écoles prestigieuses et ils sont épuisés, quoi, épuisés d'avoir fait tout ça pour pas grand-chose, mais quand on ne sait pas pourquoi on le fait, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et ces enfants, nos enfants, ils vont devenir adultes, ils sont en train de devenir adultes quand ils sont adolescents, et ils vont avoir leur propre vie. Et c'est ça qu'il faut viser, en fait. C'est pas pour faire plaisir aux parents, c'est pas parce que dans une famille, il y a que des médecins, donc bah, c'est bien de faire médecine. Non, il faut savoir pourquoi on veut faire médecine. Et la raison pour laquelle on fait médecine on n'a pas à la juger, cette raison-là. Mais savoir pourquoi tu veux faire médecine, et est-ce que cette raison-là est assez forte pour que tu tiennes, parce qu'il va y avoir des moments, comme dans toutes les thématiques, toutes les filières, il y a des moments qui sont pas agréables. Oui, c'est pas toujours le kiff en permanence, hein. Mais c'est vrai que nous, souvent, quand on récupère comme ça des jeunes qui sont complètement lessivés, on cherche en fait avec eux vraiment leurs valeurs, finalement. Quelles sont les valeurs pour eux? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la famille? Parce que ces choses-là, elles peuvent changer, bien sûr, mais souvent, elles sont là. C'est un peu les mêmes. Après, c'est un petit peu l'ordre qui change. Il y a les valeurs, il y a les valeurs qui se héritées, puis il y a les valeurs qui se construisent eux-mêmes, en fait. Exactement. Et ça, c'est pareil. Pour les parents, des fois, c'est difficile d'accepter que leurs enfants n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc ça, c'est difficile aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents finalement? Est-ce qu'on pourrait juste leur dire de laisser son enfant aller sur sa zone de confort et d'excellence et que le reste vient après finalement, non? Oui, et alors quand on a la chance, même si des fois c'est épuisant et difficile d'avoir un enfant au potentiel, il faut se dire une chose. J'ai rencontré aucun enfant ou ado ou même adulte au potentiel qui n'avait plus envie d'apprendre. Même moi, j'ai toujours envie d'apprendre tout le temps. Et s'ils n'ont plus envie d'apprendre, par contre, on a rencontré énormément de jeunes épuisés et qui vraiment ne voulaient plus rien savoir de tout ce qui est éducatif, quoi, dans le sens centre éducatif, école, tout ça. Mais sinon, quand un enfant ne va pas bien et qu'il a ce profil, et ça peut aussi être des profils, moi je mets pas dans le même, mais ça se ressemble beaucoup quand même, tout ce qui est dyspraxique, dyslexique et tout ça, vraiment trouver en fait qu'est-ce qui les intéresse. Essayer de vraiment leur donner à côté de l'école énormément de choses, pas du renforcement scolaire, pas toujours être dans les devoirs à faire, toujours plus et tout. C'est pas ça qui va les aider. Ce qui va vraiment les aider, c'est qu'est-ce qui les intéresse. Et vraiment, ça peut être des choses complètement loufoques, entre guillemets, mais c'est vraiment ça qui va les nourrir et qui va les aider à plus se recentrer sur qui ils sont. Et ils vont trouver petit à petit leur voix qui, pour moi, est multiple, hein, parce qu'il n'y a pas une seule voix. Je pense pas, heureusement d'ailleurs, que les jeunes maintenant sont beaucoup plus ouverts. Et vraiment, toutes ces facultés qu'ils ont, il y en a qui sont ultra créatifs, il y en a d'autres qui sont, je sais pas, très, qui sont beaucoup plus ingénieux. Dans les concepts. Ouais, voilà, exactement.
et les laisser faire ça dans leur vie de tous les jours, même si je sais que c'est compliqué, parce qu'ils ont des profils très compliqués, ils peuvent être limite ultra autoritaires, c'est des mini-dictateurs, mais même ça, c'est vrai que des fois, j'entends des parents se faire mal au cœur parce qu'ils disent il est manipulateur, mais en fait, la manipulation, c'est aussi un art, c'est aussi quelque chose dont on se sert dans la vie, c'est pas négatif. Au pire, il peut finir ministre ou diplomate. Hein. On est d'accord. Hein. Non, mais je veux dire, la manipulation, c'est aussi un art, c'est comme la séduction. C'est, enfin voilà, c'est des choses. Bien sûr, si on l'utilise à mauvais escient, bah forcément. Et c'est ça qui est important avec ces profils-là, c'est vraiment de pouvoir parler de toutes ces choses-là pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient et pas après se dire oh, je suis grave un manipulateur, je suis pas une bonne personne. Oui, bien sûr. Ils se font mais vraiment, des fois, mais moi, des jeunes, mais super jeunes, hein, ils ont 14 ans, ils me disent, ouais, je suis une mauvaise personne à 14 ans, quoi. Enfin, c'est fou, quoi, d'entendre ça. Ça fait vraiment mal au cœur, quoi, parce que non, en fait, c'est pas possible d'entendre ça. Donc, vraiment, arriver à sortir ça, en fait. Est-ce que c'est eux ou c'est parce qu'on leur a transmis cette information en disant, comme au même titre que tu es nul ou tu es manipulateur ou en fait qui sont des injonctions finalement qui viennent enfoncer le clou sur une croyance et une étiquette qui est donnée. En fait, il y a les deux parce que maintenant il y a Google qui a un ami fantastique, mais voilà, donc du coup, ils cherchent beaucoup de choses sur Google, donc ils ont des choses qui ressemblent à leur profil, enfin voilà, comme nous tous, dès qu'on a quelque chose, on va voir sur Google, voilà. Et il y a effectivement la fameuse étiquette qu'on leur colle. Toi, tu es un agité, toi, tu es nul à l'école. Nous, on entend vraiment des choses. Donc, des fois, alors c'est ça qui est vraiment embêtant parce que souvent, les parents nous disent est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne dit pas pour des profils au potentiel ou autres. Et nous, on est toujours un peu partagés parce qu'il y a plein de parents qui disent aux équipes enseignantes, voilà, il est au potentiel, il a ci, il a ça. Et en fait, l'enfant se le reprend dans la tête parce que les profs vont voir où soi-disant savent des choses et ils balancent ça à l'enfant aussi quoi, en disant oui mais alors du coup pourtant les hauts potentiels ils sont organisés donc tu devrais être organisé mais en fait il y a autant de hauts potentiels qu'il y a de personnes il n'y a pas de choses vraiment strictes enfin qui ça c'est un potentiel c'est ça en fait il y a des choses qu'on voit comme par exemple cette méticulosité cette pensée en arborescence. C'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de penser à mille et une choses. Dès qu'une idée arrive, une autre germe. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que c'est très compliqué pour eux quand quelque chose arrive dans leur univers et que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils le rejettent. Oui. C'est pour ça que des fois, il y a des choses, par exemple, il y a un truc qui est vraiment souvent typique chez les hauts potentiels, pas tous. C'est la table de multiplication. Ils ne l'apprennent jamais. Ils savent c'est des bébés. Ils ont des stratégies. La stratégie, toujours la stratégie. Mais ils ne l'apprennent pas par cœur parce qu'ils ne voient pas l'utilité d'apprendre un truc comme ça par cœur, en fait. C'est ça. Et du coup, leur cerveau se bloque, quoi. Ça bloque, en fait. Ça veut pas rentrer. Ça fait un rejet. Ça fait un rejet. Et ça fait un rejet pour plein de choses, hein. Ça peut être des choses, mais complètement, Parfois, c'est juste la méthode qui n'est pas bonne. Ouais, mais c'est ça. C'est l'actualité aussi. Oui, c'est ça la méthode, la façon de faire, même les sujets, les sujets d'histoire qui vont pas nous intéresser. L'histoire, c'est vaste, on n'est pas intéressé par toutes les périodes. Les maths, on n'est pas intéressé par toutes les branches des maths. Voilà, et donc il suffit qu'on se focalise un peu trop sur quelque chose qui leur plaît pas. C'est bon, ils vont dire moi c'est bon, l'histoire c'est fini, les maths c'est fini. Et oui, parce qu'en fait, émotionnellement, en général, le haut potentiel, et puis avec tous les troubles qui vont avec, ça peut être haut potentiel TDAH, ou dyslexique, ou dyspraxique, et parfois il y a plusieurs 10 qui sont associés. Et bon, parfois, les équipes éducatives, il faut vraiment que les parents bataillent et rebataillent en expliquant ce que c'est qu'un TDAH qui nécessite parfois un traitement médicamenteux parce que l'enfant, trop de lumière, ça lui convient pas, que ça l'agresse, etc. Il y a cette hypersensibilité et qui fait qu'en fait, du coup, il rejette tout d'un bloc au lieu de faire le tri. Mais au lieu de, j'ai envie de dire, au lieu de trier la valise, il jette la valise en entier, quoi, en fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Voilà, il jette le bébé avec l'eau du bain et tant pis pour le bébé. Hein. Oui. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, ils se retrouvent dans des situations en plus
Aussi, il faut voir que donc c'est des adolescents et quand on est adolescent, on a envie d'appartenir à un groupe, hein, on a envie de faire partie d'un groupe souvent. Et donc du coup, cet adolescent qui est perdu, qui a déjà du mal à trouver les codes, il va se mettre à peut-être avoir des pratiques dangereuses, que ce soit avec l'alcool, avec le sexe, avec plein de choses, parce qu'en fait, lui, il a plus de garde-fou, puisqu'il est déjà en train de faire quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Donc, il rentre dans un univers, et ça, c'est vrai, je tiens vraiment à dire aux parents qui nous écoutent, il peut comme ça avoir des pratiques un peu dangereuses, parce que il fait quelque chose qui ne l'attire pas forcément. Il le fait parce que les autres le font, mais lui, il n'a pas de garde-fou pour l'arrêter dans cette pratique-là. Donc, il faut vraiment faire attention et surtout pas hésiter à parler. Je sais que c'est vrai que moi, je trouve que de plus en plus, j'ai remarqué, avant, les générations avaient tendance à se rapprocher. Là, j'ai l'impression qu'elles s'éloignent, elles se rééloignent. Les parents ont de nouveau un peu peur de parler de certaines choses avec leurs enfants ou leurs adolescents, alors même que les nouvelles générations sont très friandes de parler de plein de sujets. Oui, puis en plus, elles ont Internet, donc en fait aussi, c'est ça. Si elles n'en parlent pas au foyer. Alors, c'est étrange parce qu'il y a des fois, justement, des fois, c'est les parents qui hésitent pas à en parler et c'est et l'ado qui dit non, mais moi, je veux pas en parler avec vous, quoi. Qui lui, par contre, rejette complètement le genre et qui vous dit, moi, ça me met mal à l'aise. Je veux pas en parler. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que pour les parents, comment ils font pour l'aider? Alors, quand l'enfant ne veut pas parler avec les parents, ça peut être une période, ça peut être juste un passage et c'est pas très grave. Dans ce cas-là, par contre, si on voit que l'enfant il est quand même intéressé par la thématique, faut pas hésiter à se faire aider, à aller voir quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein, pas besoin d'être forcément professionnel. Faut vraiment pas hésiter à ne pas laisser cette thématique-là dans le vent en se disant il n'a pas envie. Ça, souvent, on a ça, nous, parce que faut pas oublier que ces profils d'enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont vu moult professionnels. Il y a souvent le cas du psychologue. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les psychologues aussi, mais c'est pas forcément ce qu'attend l'enfant à ce moment-là. Il a pas forcément envie de parler, il a envie qu'on lui parle, souvent aussi. Ça, en fait, c'est très touchy, hein, c'est très, très compliqué. Nous, des fois, on accompagne des jeunes. Il y a des fois, ils ont hyper envie de parler avec nous, ils nous sortent des choses, il y a des nœuds qui se défont et ça. Et des fois, ils ont pas envie de parler. Et dans ce cas-là, il faut proposer des choses parce qu'ils entendent. Ils entendent. Donc, un ado qui a pas très envie, il faut lui dire, OK, bon, bah, t'as pas envie, j'ai bien compris, bah, c'est pas grave, on va te proposer quelque chose. Et puis, si vraiment il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais ne pas laisser, si on voit que c'est un sujet qui le touche ou qui l'interpelle, faut pas le laisser seul avec ce sujet parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils vont sur Google. Hein. Alors là, c'est sûr et certain. Donc, s'ils parlent pas avec leurs parents, ils vont parler avec Google. Hein. Ils vont chatter avec je sais pas qui. Ils vont chatter avec je sais pas qui. On ne sait pas si c'est des adultes, on ne sait pas si c'est des jeunes. Voilà, on ne sait pas en fait. Hein, donc, ça peut être très dangereux. Exactement. Exactement. Il faut vraiment, sans avoir la main mise, il faut leur laisser une certaine liberté. Il faut toujours bien garder le fil conducteur de la communication, même si parfois c'est difficile, même si parfois ils n'ont pas envie. Trouver à ce moment-là une autre personne, que ce soit un professionnel ou quelqu'un dans la famille, mais vraiment pas laisser parce que ça peut vraiment aller très 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 vite, hein, vraiment très vite. Très vite et très loin. Ouais, très vite et très loin, exactement. Par rapport à l'estime de soi et le haut potentiel, ça se passe comment? Alors, en fait, souvent, il y a tu sais, c'est ce qu'on avait remarqué dans le test, et souvent, en fait, en surface, ils se pensent, ils se pensent à dire, ils peuvent avoir tendance à dire je suis nul, voilà. Et parfois, quand on leur pose la question vraiment frontalement, on leur dit mais non, mais il n'y a pas de honte à te sentir même pas supérieur, mais même supérieur sur certains aspects. Parfois, on leur dit mais oui, quand même, tu te rends bien compte qu'il y a des choses que tu apprends mieux que les autres. Et là, après, au bout d'un moment, si on insiste un peu, enfin, pas qu'on insiste, mais on leur pose la question vraiment tranquillement, sans leur dire, en leur disant bien que c'est pas orgueilleux, voilà. Ils disent, bah oui, quand même, il y a des choses, mieux que les autres. En fait, il y a vraiment une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime, on a remarqué, peut ne pas être abîmée. Ça dépend, en fait, hein, l'estime, ça a beaucoup de rapport avec aussi le lien qu'on a eu avec ses parents, comment les parents ont accepté notre différence. Donc ça, c'est vraiment là que ça se travaille. Après, c'est vrai que la confiance en soi, par contre, c'est très difficile puisqu'effectivement, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, quand ils font quelque chose,
c'est pas compris, c'est mal accueilli, et là, du coup, la confiance en soi, c'est très compliqué. Mais l'estime est plus profonde. Donc, quand l'estime n'est pas bonne, il faut la travailler, mais souvent, curieusement, l'estime est assez bonne parce qu'ils se rendent compte malgré tout qu'ils ont des facultés plus élevées que la moyenne, entre guillemets. Ils s'en rendent compte. Quand on discute avec eux, qu'on leur pose certaines questions, parce qu'on fait des tests, on fait beaucoup de tests, et on se rend compte que quand on discute avec eux, l'estime est assez bonne quand, en tout cas, il y a une bonne structure familiale, on va dire. C'est ça. Et alors, moi, ce que je voulais, parce qu'en fait, on peut pas aborder que la détection, la scolarité, enfin, tout est imbriqué, en fait, tout est en lien, tout est, enfin, c'est vraiment, moi, je mettrais comme image plutôt une toile d'araignée, en fait, hein, tout est tissé, tout est lié, et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose d'homogène, en fait, chez l'ado, en tout cas au potentiel, et par rapport justement, ce qui peut agacer peut-être aussi parfois certains parents ou certaines, je pense notamment au système scolaire, c'est que souvent chez les hauts potentiels, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est en train d'expliquer un truc, mais le haut potentiel a déjà trouvé la solution, il est déjà sur le point final du truc, et du coup ça agace, je pense, peut-être soit le système éducatif ou la personne qui peut être en face, parce qu'en fait enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que souvent le haut potentiel était très réactif et ne réfléchissait pas de la même façon, n'avait pas le même raisonnement et c'était comme si on accélérait en x4 le système de pensée. Et est-ce que du coup, c'est ça qui fait le décalage? En fait, oui, entre autres, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose, en plus, là, on parle des adolescents, donc eux, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits, finalement. Moi, je me suis rendu compte quand Pablo était, en quelle année tu fais les modifications CE2, non? Je sais plus c'est quoi, mais tu parles de moi. Oui. Quand j'ai ça, bon, non, mais oui, c'est pour ça. En fait, je crois il me semble qu'ils font les multiplications en CE1, CE2 à l'école. Hein. Oui, on n'a pas à me tromper. J'espère que c'est des profs qui me regardent, je dis pas quelque chose d'horrible. Il me semble que c'est à ce moment-là. Et en fait, donc, ils font la multiplication, puis après, il y a l'addition, tout ça. Puis je voyais que Pablo, il n'y arrivait pas. Je me dis, c'est pas vrai, quoi, mince. Ça paraît pas si difficile. Donc, je regarde avec lui. En fait, je me suis rendu compte que lui, il savait multiplier depuis hyper longtemps et que il comprenait pas pourquoi fallait faire ce truc d'addition, quoi. Il voyait pas le rapport. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, oui, c'est pas utile quand on sait déjà multiplier, quoi. C'est même carrément une posture, quoi. Quoi. Donc, en fait, c'est toujours cette histoire, mais en fait, l'histoire, c'est perte de temps. Voilà. En fait, ils sont habitués, alors encore plus quand ils arrivent au collège, ils ont vécu ça, en fait, toute leur scolarité. Et du coup, c'est très compliqué le comportement à l'école et c'est pour ça qu'il faut arriver à mettre des stratégies en place et arriver à se dire, écoute, bon, ben voilà, quoi, cette matière, elle te passionne pas des masses, tu restes un peu tranquille en classe, t'essayes de faire autre chose, t'essayes un peu. Je sais que c'est difficile pour les parents et pour les enseignants aussi d'entendre ça, hein, j'en ai bien conscience. Mais il y a des choses où de toute façon ça ne le fera pas parce que soit il a déjà eu ce qu'il avait envie d'apprendre, soit de toute façon ça rentrera pas, comme on a dit tout à l'heure, ça rentrera pas parce que ça ne l'intéresse pas aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est triste parce que il y a plein de matières post-bac, la façon dont on les apprend avant, ça nous intéresse pas et c'est dommage pour les études supérieures puisque par exemple je prends les maths notamment, les maths supérieures, elles n'ont rien à voir avec les maths qu'on apprend jusqu'en terminale. Donc en fait ceux qui sont bons en maths se disent je vais faire des maths sup et en fait ça ne fait pas. Et ceux qui n'étaient pas bons en maths, ça se trouve ils feraient des super chercheurs de maths qui trouveraient des trucs extraordinaires et tout quoi. Donc c'est vraiment dommage. Parce que je crois qu'il y a vraiment un souci où il faudrait apprendre, faudrait apprendre de différentes manières. Je dis ça, hein, mais surtout que les chercheurs aussi sont des gens très spécialisés souvent. Ils sont dans une branche, dans une sous-branche, d'une sous-branche, d'une sous-branche. Ils étudient un problème vu d'un certain angle. Et à l'école, le problème c'est qu'on voit tellement les choses de façon globale. On n'apprend pas vraiment la curiosité à se renseigner vraiment sur tout ce qu'il y a, tout ce qui est en histoire, tout ce qui est en maths. Et du coup, en fait, on ne permet pas aux gens de s'intéresser à des choses. C'est ça. Il y a un programme et c'est ce programme-là. Sauf qu'on oublie. Et en même temps, dans le livre, à un moment donné, moi, je m'y suis beaucoup intéressée. Vous dites, mon ado,
pourquoi mon ado est souvent à côté de la plaque quand il y a un exercice à faire, ben c'est tout à fait ça en fait. Hein. On est vraiment dans le système à la fois éducatif, le système de pensée du haut potentiel et à la fois ce décalage où où on se dit, enfin, en tant que parent, enfin, ils travaillent souvent en lastminute.com, quoi. C'est Alors ça, faut savoir, moi je trouve que c'est une chance énorme. Dans la vie de tous les jours, franchement, quand vous faites les trucs plus vite que les autres en 5 secondes, c'est quand même génial. Oui. Sauf qu'à l'école et quand on est petit, c'est vraiment mal vu, quoi. Oui. C'est vu comme un procrastinateur, c'est vu comme un, et c'est vrai que si on ne maîtrise pas, moi j'appelle ça la Ferrari, hein, si on la maîtrise pas, la Ferrari, ben, on va se rentrer dans un mur, quoi. Hein, on va la prendre de face, quoi. Voilà. Faut vraiment, voilà, si on la maîtrise pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver. C'est pour ça que je dis que quand on parle d'organisation, il faut savoir de quoi on parle, parce que pour le coup, ça, si on ne sait pas comment on fonctionne, ben, on pourra mettre toutes les stratégies, les organisations, tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui fonctionnera. C'est une chance incroyable de fonctionner comme ça, de pouvoir faire les choses en un temps record, là où les autres ont beaucoup plus besoin de temps. Par contre, si on ne le maîtrise pas, on dépasse le temps, et après ce temps-là, ne revient pas et on est effectivement celui qui n'a pas travaillé, celui qui a procrastiné et celui qui est bon à rien entre guillemets, quoi. Hein. C'est quand même souvent ce qui revient, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est une chance incroyable. la procrastination et le haut potentiel. Est-ce que c'est une histoire d'amitié ou d'amour ça se passe comment? Ben, Alors, fait, oui, il y a un concept aussi, c'est la procrastination intelligente. Ouais. Alors oui, on prend. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais c'est juste pour dire que, en fait, souvent ils ont tendance à plutôt qu'à se dire je remets au lendemain sans arrêt, ils vont plutôt se dire je vais faire quelque chose, je vais quand même faire quelque chose pour me donner l'impression que j'ai fait quelque chose. Donc s'il y a un devoir qu'ils doivent absolument faire, qu'ils ont pas envie de faire, dire bon c'est pas grave, je vais trier mon agenda, je vais ranger mon bureau, voilà au moins ça sera bien, je vais faire tel devoir, je vais faire telle chose. À chaque fois ils trouvent une distraction. Donc c'est vrai que c'est un peu une façon Et c'est là où revient la fameuse histoire de la manipulation, en fait. C'est là où les parents sont fous parce qu'ils me disent, mais il nous a manipulé, il a dit qu'il allait travailler, il n'a rien fait. En fait, c'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'il évite une stratégie d'évitement, il évite le gros dos qu'il a à faire parce qu'en fait, il sait pas comment le faire, ce gros dossier. Parce que sa façon de fonctionner ne va pas avec ce qu'on lui demande par rapport à ce dossier-là. Ça va pas. Il faut trouver comment ce dossier-là, enfin ce dossier ou je dis dossier, c'est un terme général, hein, c'est ce dossier, ce devoir, ce truc de maths qu'il a à rendre, ce truc d'anglais, voilà comment il fait, parce qu'en fait la façon dont on lui demande de le faire, la façon dont c'est décrit, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Donc en fait il va éviter cette chose-là. Oui. En fait, il peut buter juste sur un mot ou quelque chose qui. Et ça peut être juste la prof, parce que la prof, ça passe pas. Des fois, on entend, il fait, ouais, mais la prof, j'aime pas. Non, mais on s'en fout. Oui, mais l'affectif, enfin, ce qui est décrit quand même, c'est que la plupart des hauts potentiels sont des hypersensibles et que l'hypersensibilité, il y a beaucoup d'affect dans le relationnel avec, et notamment dans le système scolaire, c'est ce prof est nul, ce prof est méchant, ce prof est sympa. Donc, on va mettre tout son cœur à l'ouvrage, même si on n'aime pas la matière, mais on est content parce qu'on sait que ça va faire plaisir au prof. Alors qu'en fait, on ne le fait pas pour faire plaisir au prof, mais on travaille pour soi. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à l'adolescent. C'est pas toujours évident. Non, c'est ça qui est pas évident. Mais par contre, quand on leur explique pourquoi, et par contre, assez facilement, ils trouvent ce chemin-là. Ça leur empêche pas d'être hypersensible. De toute façon, on pourra pas, ça ne se guérit pas, entre guillemets, hein. C'est l'hypersensibilité. Moi, des fois, ça me fait pas rire parce que des fois, j'ai des jeunes qui me disent, oui, mais moi, dès qu'on me dit un truc, je pleure. Je dis, mais moi aussi, je pleure dès qu'on me dit un truc, tu vois. Ça va pas changer, en fait. Ouais. Tu peux trouver 2-3 petites techniques quand tu es vraiment en panique au collège, ou voilà, c'est peut-être pas tout à fait le moment, mais en même temps, tu peux pas changer qui tu es. Par contre, tu peux changer la façon dont tu réagis avec les autres. Et après, là, ça devient leur problème si ils réagissent mal. Oui. Mais toi, tu peux pas, enfin, comment dire, tu dois accepter qui tu es. Et quand on met des stratégies en place ou quand on dit le prof, on s'en fout, c'est parce que ça va lui servir toute sa vie, en fait, ça. Parce que toute sa vie, il va avoir, même nous, on est indépendants, mais on a quand même des choses qui ne nous plaisent pas. Parfois, des fois, il y a des réflexions qu'on se prend, ou des fois, il y a aussi des challenges par rapport aux gens qu'on accompagne. On se dit, mais mince, comment ça fonctionne pas alors que ça fonctionne avec tous les gens qu'on accompagne. Et en fait,
c'est normal, il y a des choses comme ça. Et même si c'est difficile, même si ça nous fait pleurer, ben, c'est pas grave, on continue à avancer et on fait de notre mieux. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon, euh, on fera toujours de notre mieux. Oui, c'est Donc, ça. Après, je vois pas en quoi le fait d'être hypersensible, c'est un problème finalement. Au contraire. c'est une chance énorme d'être Non, mais hypersensible. parfois c'est jugé, c'est plutôt un Mais jugement qui est porté. voilà, on a tendance, par exemple, on va pleurer facilement, on va être touché très facilement par une remarque qu'on va nous faire. Des fois, un truc complètement, les gens vont dire, mais je pensais pas que ça allait te faire mal. Et des fois, c'est rien du tout. Mais ça évoque quelque chose chez nous, C'est des valeurs. ou le moment où c'était, oui, ou même des fois, ça peut être parce qu'il faisait trop chaud, il faisait trop froid. Un truc aussi hyper important, un cerveau, qui fonctionne comme ça, faut l'hydrater. Donc, des fois, un haut potentiel, s'il a pas bu, bah, il peut être imbuvable, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, on rentre du collège, on rentre de l'école, on boit, hein, on mange. Et t'énerve pas. Voilà, continue, on fait un petit temps de repos, on s'excite, on peut s'exciter, on bouge. Des fois, on dit aux parents, des fois, si vous n'avez pas le temps, vous faites monter, descendre des escaliers, monter, descendre des escaliers. Voilà, on se défoule, on met de la musique, on s'agite. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. Et c'est normal, ils rentrent du boulot, ils vont chercher leur enfant. Allez hop, on fait les devoirs. Non, stop. Sas de décompression, on s'excite. Et après, une fois qu'on a bu, tout ça, parce que c'est impossible. Le cerveau, il peut pas. Déjà, le cerveau, ce qu'on fait subir aux enfants, déjà, il peut pas. Hein, donc, c'est compliqué. Mais bon, l'école est ainsi faite. Donc, c'est difficile de tout révolutionner en permanence. Donc, l'hypersensibilité, c'est une chance. Mais quand on est enfant, c'est pas facile. Et bien, quand on est adulte, hein, c'est pas facile. Mais il faut arriver à trouver des stratégies. Ouais, des moyens de pas trop, que ce soit pas, comment dire, d'arriver à soi-même se sentir plus à l'aise, en fait. Oui. C'est ça. Donc, c'est vrai que quand on se dit, ouais, mais bon, moi, ce prof, il m'agace et machin, faut arriver à lui dire oui. Mais en fait, tu vois, je vais dire un truc. Le prof, lui, ce que tu fais, ce que tu fais pas, ça va pas l'empêcher de continuer. Par contre, toi, oui. Oui, bien sûr. En fait, tranquille, il n'a pas besoin de t'aimer, le prof, toi, tu n'as pas besoin de l'aimer non plus, mais voilà, tu fais en sorte que ce soit pas la guerre en permanence, quoi. C'est tout, en fait. Voilà. Si tu dois avoir que des mauvaises notes, nous, on a déjà accompagné plusieurs jeunes, d'ailleurs, 2 ou 3, ouais, qui avaient vraiment de très, 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 très mauvaises notes, mais vraiment des notes pourries. Mais on disait, voilà, faut quand même que ce soit, faut pas que ce soit, ouais, moi, j'ai mauvaises notes et je vous emmerde, hein. Je suis désolée, je suis pas très, mais oui, non, mais il faut appeler un chat par un chat des fois et c'est comme ça qu'ils parlent les jeunes hein, de toute façon aujourd'hui. Hein. Donc bon bah j'ai des mauvaises notes, mais je fais quand même de mon mieux. Je peux pas faire mieux que ça. C'est pas un manque de respect, puisque je suis quand même là à l'école, je fais quand même mon taf. Mais voilà, je peux pas faire mieux que ça. Point barre. Et je lui disais, tu verras, le prof, il pourra rien te dire. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il travaille pas, c'est faux. Il va dire qu'il va pas. Oui, c'est vrai. Et oui, parce que du coup, après, se développe le sentiment d'injustice. Exactement. Qui est quand même exacerbé chez les hauts potentiels et les hypersensibles. Terrible. Et ça peut partir au clash très rapidement parce que émotionnellement, ils partent en quart de tour. Exactement. Mais alors ça, le sentiment d'injustice, c'est un des repères. Dès qu'on voit un gamin comme ça, on se dit, oula, là, lui, attention, alerte rouge. C'est vrai que le sentiment d'injustice est incroyable. Et ça, nous, on leur apprend vraiment très tôt qu'on ne peut pas mener toutes les batailles, hein, qu'il faut choisir, hein, parce qu'on va pas pouvoir, c'est pas possible. Donc, il faut arriver à se tranquilliser. Je me rappelle d'un jeune là qu'on a eu l'année dernière. En plus, c'était vraiment totalement injuste ce qu'il vivait et ses parents aussi d'ailleurs. Et je lui disais, j'avais fini par lui dire un truc. Écoute, il était donc en dernière année de collège, il passait son brevet. Je lui dis, écoute, dis-toi bien que toi l'année prochaine, tu pars du collège. Tous ces profs là qui te saoulent, eux, ils vont y rester. Et, oui. Et donc ça l'avait tranquillisé. Après, il avait réussi à dire effectivement, bon, bah, moi, je m'en vais, quoi. Voilà. Ça avait fini. On n'arrivait pas à trouver comment. Et finalement, un jour, je lui ai lancé ça. Et après, ça l'avait vachement tranquillisé, quoi. Parce que c'est vrai, en fait. Je lui disais, parce qu'il me disait, oui, mais je comprends pas. Parce que je lui dis, mais en fait, imagine-toi bien, demain, tu sors dans 10 ans, dans 20 ans, tu as un prix Nobel, tu reviens. Je suis pas sûre qu'ils se rendent compte de comment ils t'ont parlé ou pas, en fait. Oui, parce que c'est pas pour eux que tu travailles, quoi. C'est pas pour eux que tu travailles, c'est pas pour eux que tu fais ce que tu fais, en fait. Et c'est difficile, c'est très, très difficile, justement, pour des hypersensibles. C'est très, très, très difficile de sortir de ça. Et là, vous, parce qu'on va arriver, je crois qu'il nous reste un quart d'heure, je sais pas quelle heure il est. Là, il est 15h15. Voilà, en termes de gestion de timing,
Moi, j'ai trouvé, enfin, le livre est vraiment passionnant et en tout cas, merci d'accompagner tous ces hauts potentiels et ces hauts potentiels TDA, etc. Puisque c'est vrai qu'effectivement, ben, c'est souvent compliqué parce que nous, en tant que parents, ben, en fait, on a, je dis nous en général, hein, mais nous, en tant que parents, sans parler spécifiquement de mon cas, mais nous, en tant que parents, on a des attentes au niveau des enfants, etc. On sait si les enfants sont hypersensibles ou pas et tout, mais euh, on a été plus ou moins formatés malheureusement, et que la société aujourd'hui va de plus en plus vite. Elle demande de plus en plus aux enfants et aux adolescents d'être sur tous les fronts, notamment avec ce côté mince, le Parcoursup là, qui est Oui. j'imagine un calvaire pour les hauts potentiels parce que non mais enfin clairement parce que il y a aussi des sentiments d'injustice aussi qui peuvent se projeter derrière et qu'on n'a pas l'impression forcément d'être reconnu à sa juste valeur par rapport aux choix qui sont faits et où on peut se retrouver sur le carreau et que bah du coup ça joue stratégie. Moi typiquement mon gamin il se la joue stratège hein. Bah, bah, vous avez tout compris, c'est exactement ça en fait. C'est vrai que nous, souvent, on arrive souvent à cette étape-là avec les parents où on est obligé de leur faire comprendre qu'en fait, l'école n'est qu'un petit passage dans la vie d'une personne. Oui. Tout petit. C'est tout petit, petit, petit. Et le Parcoursup, bon, bah, c'est bien parce que c'est comme ça. Enfin, c'est bien. Je trouve pas que ce soit bien, mais bon, bref, on va dire que c'est bien. Ça existe. Mais c'est pareil. Faut pas du tout compter sur Parcoursup. Enfin, voilà, vous remplissez votre Parcoursup, mais surtout, vous comptez pas là-dessus. Allez à chercher ailleurs, trouvez un autre programme pour vous. Enfin, tous les jeunes qu'on a accompagnés qui étaient donc soit à l'étape Parcoursup, soit après Parcoursup, ils ont fait sans Parcoursup. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Enfin, on peut pas, comment dire, en fait, il y a un moment donné où surtout quand on a un enfant comme ça, parce que c'est difficile pour les parents, hein, franchement, c'est très, très difficile, c'est vraiment épuisant, en fait, hein, parce qu'on s'en prend plein la tronche tout le temps, en fait, hein, ça va jamais, et on s'en prend plein la tronche par aussi notre enfant, en fait, parce que, ben, c'est normal, il a des attentes, il en a marre, il devrait sortir de cet enfer, enfin, bref, et il y a un moment donné, il faut arriver à se dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, en fait? Moi, c'est souvent ce que je leur dis aux parents, je leur dis, l'école, même une super école, l'école, elle apprend pas un métier et elle apprend pas à être heureux. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on veut pour notre enfant, quand on réfléchit. C'est vraiment, en fait, on devrait dire, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je voudrais être heureux. Voilà, c'est ça. Et en fait, à un moment donné, il faut arriver à dissocier ça et se dire, mais qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Je veux que ce soit un bon élève, sage, que tous les profs trouvent génial, ou est-ce que je veux que ce soit un super adulte autonome, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui même s'il a comment dire, qu'on le licencie ou je sais pas quoi, ou voilà qu'il a un handicap, en plus souvent c'est des handicaps invisibles hein, qu'on appelle, donc forcément ça se voit pas, donc bon ben voilà. Par exemple Pablo, lui il se colle dans tous les meubles, il arrive toujours pas à faire ses lacets, ça, bon ben ça c'est difficile aussi dans la vie, hein, c'est pas facile. Les gens quand ils voient que vous savez pas toujours pas faire vos lacets, c'est compliqué aussi. Bon ben, il y a les scratchs, hein. Ouais, il y a les scratchs. Ah oui, mais c'est bon. Il faut stratège, hein. Il y a les scratchs. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, voilà, à un moment donné, les parents, faut qu'ils arrivent à dissocier et se dire, ok, quoi. Je veux dire, l'école, c'est pas grand-chose, quoi. Finalement, même si c'est important, faut respecter l'école et tout ça. C'est pas, on dit pas qu'il faut dire, on s'en fout, donc je fais ce que je veux. C'est pas du tout ça. Ouais. Mais se dire, ok, quoi. Je veux dire, c'est peut-être pas à l'école où il va être le meilleur et on s'en fout, quoi. C'est pas grave, en fait. Qu'il fasse son truc. Voilà, c'est un instant T, tout va bien se passer, qu'il ait une vie riche à côté, que ça se passe pas trop mal, qu'il ait des copains, qu'il fasse des choses. S'il a pas de copains, parce que c'est pareil, il y a aussi l'histoire des copains, les parents, des fois ils se disent oui, mais il a pas de copains. C'est pas grave non plus. Il y a des enfants qui sont plutôt solitaires et c'est plutôt pas mal aussi de savoir être solitaire dans la vie, hein, c'est pas non plus grave. Et qu'il ait des moments de kiff dans sa vie, quoi, qu'il fasse des choses qu'il aime, qu'il soit heureux et qu'il sache que la vie, ben, c'est pas juste aller à l'école et s'ennuyer et qu'on nous demande d'avoir des bonnes notes dans toutes les matières, en fait. Non, c'est pas du tout ça, la vie. Pas du tout. Et le nombre d'enfants qui étaient nuls à l'école et qui ont fait des trucs extraordinaires, c'est quand même incroyable. Si on prend, il y a énormément je pense aux stars parce que bon, bah, elle parle beaucoup et qu'elle s'exprime dans les médias et tout. Il y en a plein qui ont été harcelés, qui étaient nuls à l'école et c'est ce qui leur a donné aussi une force de s'en sortir et d'être créatifs, quoi.
Donc, voilà, il faut chaque chose, le fait d'être stratège depuis qu'on est petit, c'est qu'on est inarrêtable. Après, vous êtes une force dans une entreprise de dingue. Plus le cerveau qui va vite à l'heure, c'est-à-dire que vous, paf, 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 il y a un problème, en 5 secondes, vous pouvez le régler. Si on vous donne la place de le faire, si on vous croit en vous, si on respecte qui vous est et que vous savez aussi dire, les gars, vous savez quoi, je peux trouver une solution rapide et qu'on croit en vous. Bah, vous avez gagné du temps, hein, parce que on pourrait parler pendant des heures, mais il y a le syndrome de Cassandre, notamment, bon, c'est très chez les femmes, où vous dites depuis 50 ans la chose, et puis d'un seul coup, au bout de 5 ans, les gens découvrent le truc, vous dites depuis 5 ans, quoi. Donc, voilà, oui. Alors oui, Cassandre. Oui, oui, on connaît. Donc, c'est des trucs, bon, bah, super, top, génial. Donc, et ça, c'est, voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut bien se dire à un moment en tant que parent, même si je sais que c'est compliqué, parce que forcément, la société, même les amis, même au sein de la famille, moi, c'était terrible. Moi, je suis une fille d'enseignant. Quand j'ai sorti Pablo d'école, c'était vraiment dramatique. Je faisais un truc horrible. Enfin, limite, j'aurais tapé sur la tronche, c'était mieux, quoi, finalement. Et vraiment, non, il faut arriver à se dire, moi, j'ai envie que mon enfant, il soit bien. Et que quand il n'est pas bien, il sache que c'est passager, parce qu'on a le droit de pas être bien aussi. Des fois, on n'est pas bien, c'est pas facile, on est fatigué, on en a marre. Bon, bah, c'est possible aussi, quoi. Ça va passer, c'est comme tout, en fait. C'est normal d'être. Enfin, on n'est pas sur une ligne droite, hein, sinon il n'y aurait aucune émotion, aucune sensation. Ça. De toute façon, le travail des émotions, c'est quelque chose qu'il faudrait l'apprendre à l'école, quoi. C'est fondamental et qui devrait être traité à l'école. Par contre, il y a quelque chose qui est bien, je trouve, qui a été mis en place, notamment avec le CHU de Montpellier, je crois. C'était pour les hypersensibles, les enfants hypersensibles en 6e, 5e, ils les avaient détectés et ils avaient fait tout un travail de coaching sur ces enfants-là pour justement leur apprendre à gérer la gestion des émotions. Et ben, je trouvais que c'était chouette d'avoir impulsé ça dans un collège. Ah oui, non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire au collège. Vraiment, le collège, c'est. Mais même là, à l'heure actuelle, pour moi, il faudrait que toutes ces choses-là, faudrait commencer avant, parce que c'est le bien-être, c'est le bien vivre ensemble, en fait. Hein. Donc, on voit bien d'ailleurs le résultat. Hein. Hélas, on voit bien que ça marche pas. Hein. Bien vivre ensemble, ça s'apprend effectivement aussi à l'école, pas que à l'école, bien sûr, il y a aussi la famille, hein, mais ça s'apprend aussi à l'école, puisque c'est à l'école où on rencontre des gens qu'on n'aime pas forcément, qui sont différents de nous, qui n'ont pas les mêmes idées. Donc c'est important de savoir que des fois, il y a des gens, même déjà rien que leur présence, c'est difficile à supporter. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà rien d'en parler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et ça devrait être tout petit, quoi. Tout petit. Et alors après, au collège. Il y a des pays où ça se fait déjà. Oui, tous les pays nordiques. Nord de l'Europe, Danemark. Même en Belgique, hein, il y a des cours de bienveillance. Et alors là, je suis de rire parce qu'ils ont découvert en France, ça fait genre 30 ans qu'ils le font dans les pays nordiques, ils ont découvert que ce serait peut-être bien de le faire. Alors peut-être que d'ici 3-4 ans, on va en avoir. Ben c'est bien. Non, mais tout arrive. Tout arrive. Non, mais bon. Après, le problème, c'est qu'il y a en France, beaucoup d'expérimentation. Enfin, surtout à chaque fois, on a voulu expérimenter. Alors, un nouveau bac, des cours de ceci, du sport, du blabla. Et après, c'est des expérimentations. On fait toute une usine à gaz et parfois, on ne retient rien. Mais c'est pareil. Il y a aussi un problème avec le corps aussi. Comment on est là avec des trucs de sexualité, de ça. En fait, on oublie qu'avant ça, il y a un corps. Et on ne parle pas du corps, en fait. Le corps est très peu. On n'en parle pas parce que quand des fois on a des réactions qui viennent du corps, comment est-ce qu'on fait? Enfin voilà quoi. On est toujours dans l'intellect aussi en France, hein, beaucoup. Hein, donc c'est vrai que c'est compliqué aussi. L'apprentissage, il se fait. On est tout un être en fait, hein, plein de sens. Donc voilà quoi. C'est compliqué. Et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, j'espère que ça va se démocratiser, qu'il va y avoir des choses faites dès le plus jeune âge en France à l'école. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pour l'instant aux parents, hélas, de mettre ça en place, quoi. Oui, et si vous aviez un message là à donner à l'instant T aux parents ou aux enfants qui seraient en mal-être sans savoir forcément que c'est des hauts potentiels ou accompagnés d'un TDA, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Il faut en parler. Il faut en parler à n'importe qui, mais il faut en parler. Oui.
Bah déjà, si vous nous regardez, vous pouvez nous en parler. Et si vous ne regardez pas, mais dans l'absolu, quoi, faut vraiment parler. Dès qu'on pense qu'on a quelque chose, qu'on n'est pas bien. Là, nous, c'est pareil, la dernière fois, une jeune qu'on connaît, parce qu'on a connu, ben, en fait, on a fait un événement contre le harcèlement scolaire. On a connu une jeune artiste qui est super. Bon, bah, elle nous a envoyé un petit message. J'ai l'impression que je suis au potentiel, tout ça. Bon, bah, voilà, on lui a dit, bah, écoute, comment tu veux faire? Est-ce que tu veux faire le test? Est-ce que, voilà, on lui a donné 2, 3 pistes. Il faut, dès qu'on a. Oui, puis ça se trouve, il y aura, voilà. ça se trouve, il y aura 10 personnes qui n'ont pas vous écouter, mais la 11e, peut-être. Voilà. C'est comme pour le harcèlement, c'est comme pour tout. En fait, il faut se dire que quand on se pense différent, mais que les autres vous disent que vous l'êtes pas, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous trouviez quelqu'un avec qui parler. Parce que si vous avez cette sensation-là, c'est peut-être pas le haut potentiel, c'est peut-être autre chose, peu importe. Parce que ce qui se passe aussi souvent, moi, je me rappelle, parce que je l'ai vécu, quand on dit ça, moi, j'avais une suspicion de Pablo, je pensais pas du tout au potentiel. À l'époque, je me disais, tiens, il est en décalage. Et moi, tout de suite, oh ben non, pas du tout, puisqu'il il fait gros bébé. Mais justement, c'est ça, en fait, c'est ça la dysynchronie. C'est un enfant qui va être capable de parler de trucs de malade, que même vous, vous avez du mal à 3 ans, alors vous avez même du mal à suivre. Mais il va être comme ça, les gros câlins. C'est vraiment typique du haut potentiel, ça. Mais moi, je ne le savais pas. Et on m'a dit non, non, pas du tout. En fait, il faut, quand vous avez une suspicion, il faut aller au bout. Quand on vous dit, moi c'est pareil, bon, d'abord avant de dire qu'il était au potentiel, on disait qu'il était dyspraxique, qu'il était ci, qu'il était ça. Souvent les parents ils entendent plein de trucs négatifs sur l'enfant. Oui, c'est toujours très négatif. Et il y a plein de fautes d'orthographe, et comment vous l'avez pas. Ouais, voilà, tout ça. Alors qu'en fait, je suis désolée, mais les troubles 10, c'est des handicaps. Il viendrait pas à l'idée heureusement d'ailleurs, hein, de dire à un enfant qui est sur un siège roulant, là ils nous embrouillent, ils gênent tout le monde sur le passage. Oui, c'est ça. Heureusement que ça n'existe plus, ça. Bon, et ben pour un dyspraxique, un dyslexique, ou dysorthographique aussi, ou 10 tous les 10, hein, ou un TDAH, ils peuvent pas faire sans bouger, quoi. Et ben c'est un handicap, en fait. Il y a un moment donné où il ne va pas que ce soit accepté. Ou alors on fait autrement. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voilà, faut pas rester quand on se sent différent, quand on sent qu'on a des difficultés, quand on n'est pas bien. Il faut, comme dit Pablo, même si on parle à 10 personnes et que ces 10 personnes-là, elles n'ont pas été ouvertes, ce sera peut-être la 11e, ce sera peut-être la 12e. Faut pas s'arrêter en fait, qu'on soit enfant ou adulte. Jamais. En fait, ce qui est bien dans cette rencontre et dans votre livre, c'est l'espoir en fait qui est de se dire il y a une ouverture au dialogue et on en parle. Oui. Et on parle de ça et du coup il y a une prise de conscience autour de ça, du haut potentiel, du 10, du TDA et tout le reste. Quand vous avez un enfant comme ça, dites-vous bien que c'est une chance. C'est peut-être pas une chance là aujourd'hui à l'école, mais c'est une chance énorme pour sa vie. C'est un truc de malade. C'est des enfants qui vont tout le temps chercher, qui vont toujours aller jusqu'au bout. On va leur fermer une porte, on va fermer une fenêtre, ils vont continuer. Et ils vont toujours continuer à apprendre. Ils se posent énormément de questions sur plein de choses. Ils vont faire des recherches. Enfin, c'est impressionnant. Moi, les jeunes qu'on côtoie ou même des adultes, hein, on voit quoi. C'est complètement différent. C'est des gens qui ne vont jamais s'arrêter. Donc, n'ayez pas peur si votre enfant n'est pas très bon à l'école, s'il a des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il en aura, bien au contraire dans la vie de tous les jours. Il faut juste qu'il trouve tranquillement où il a envie d'aller, ce qu'il a envie de faire. Il aura peut-être envie de faire plein de choses et c'est pas grave. À un moment où les portes vont s'ouvrir, où il va faire une rencontre, où ça va être le hasard et ce sera ça. Et peut-être après quelque chose d'autre, hein, parce qu'on n'a pas parlé aussi de multipotentiel. Et en fait, juste bien d'ailleurs dedans. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, tranquille, quoi. Mais n'ayez pas peur, cet enfant. Souvent, les parents disent oui, mais il gâche son potentiel. Mais pas du tout. En fait, pas du tout. L'école, à l'école, il n'y a que 2 formes d'intelligence qui sont développées. Que 2 sur 8, voire même 9, par exemple. Et c'est qu'une seule chose dont on parle. Il y a plein de choses. Donc, tranquille, tout va bien se passer. Et vraiment, ayez confiance, vous avez un enfant, c'est une pépite, hein. Ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que donc on parle, enfin, vous parlez aussi des multipotentiels et c'est super intéressant aussi. Donc, moi, je vous invite carrément à lire le livre, à l'acheter. Et à l'intérieur, il y a des QR codes qui vous permettent d'aller chercher ou faire les exercices. Et on tombe sur votre site, hein, aussi internet. Et donc, et puis on peut aussi également vous contacter pour un accompagnement. Et c'est vraiment bien parce que, enfin, on tombe direct sur c'est hyper bien pensé, les questions c'est hyper structuré. Il y a à la fois, vraiment tout est
Voilà, j'ai pas mis des post-it, moi j'ai carrément écrit dans le bouquin, mais C'est très bien. Et d'ailleurs, sur le site, vous avez plein de ressources, notamment si vous avez une suspicion, est-ce que mon enfant est au potentiel ou pas. Il y a vraiment, il y a aussi, il y a vraiment énormément de ressources que vous pouvez télécharger. Donc, vous gênez pas. Le site potentieltop.com. Potentieltop.com. Il y a aussi pas mal d'articles. Il y a un blog. Donc, voilà. Fourni, ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait longtemps qu'il existe. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc là, on le trouve où votre ouvrage, votre livre? Sur Amazon? Voilà, sur Amazon, parce qu'on s'est auto-édité. Et alors, il faut savoir, je sais qu'Amazon, il y a des gens qui disent Amazon. Bon, bref. Oui. Amazon, en fait, lui, il fabrique les livres quand vous le commandez. Donc ça, c'est quand même pas mal. Oui, c'est le livre, les livres ne sont pas à la demande. C'est le livre à la demande, exactement. Donc ça, c'est bien. Donc, vous pouvez l'acheter en papier, comme celui-là. Je le montre. Voilà, en papier. Ou alors en Kindle. Ok. Aussi. Voilà. Et sinon, sur Kobo, on ne le trouvera pas donc. Pardon? Sur Kobo, par exemple, qui est plutôt avec la Fnac et tout ça, il n'y est pas. Voilà. Mais bon, déjà, est-ce que vous avez des lieux de points de vente où on peut le trouver? Ben, vous pouvez le trouver chez nous. Vous pouvez le trouver sur notre site. Vous pouvez le commander directement chez nous. Et puis après, vous pouvez nous inviter. Vous faire une intervention près de chez vous, dans une association ou quelque chose comme ça, où on pourrait éventuellement intervenir si vous avez envie. Si vous êtes une association, une entreprise, que vous avez envie qu'on intervienne chez nous, chez vous, pardon. C'est ça. Avec plaisir. Vous êtes situé où exactement pour ceux qui nous regardent, qui potentiellement où ça? À Montpellier. Montpellier, voilà, d'accord. Bon, mais très bien. Et donc, juste, oui, c'était pour vous dire également que le monsieur de l'ANCA avait été très impressionné par la conférence qui avait été animée par Nathalie Bouli et de FM+, et qui souhaitait vous contacter pour avoir un entretien avec vous. Voilà, donc j'ai mon petit message personnel en plein milieu du live. Vous avez bien fait, c'est vrai qu'il faut qu'on le contacte. Oui, voilà, donc l'occasion fait le larron, comme dirait l'autre. En tout cas, vraiment, je vous remercie, mais vraiment, Pablo et Isabelle, d'avoir accepté ce live qui parle vraiment d'un point essentiel et vraiment qui est tourné vers le coaching, le bien-être. Et Dieu sait, c'est si important aujourd'hui parce qu'avant, il n'y avait pas de détection, il n'y avait pas tout ça. Et que maintenant qu'on a la chance d'avoir justement des personnes qui ont de l'expérience dans l'accompagnement, c'est bien de pouvoir d'être là, tout simplement. Et qui ont le vécu aussi. Oui, et qui ont vécu la chose, parce que c'est hyper important. Le vécu est essentiel dans l'expérience, parce que je sais plus, c'est Confucius qui disait ça, que le bon médecin, c'est celui qui avait été lui-même malade, qui reconnaissait bien les symptômes. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai que enfin nous on l'a vu dans notre parcours, ça a été compliqué pour se faire accompagner, très très compliqué. Ouais. Donc effectivement, ça fait une énorme différence. Et d'ailleurs, c'est une chose aussi, moi je sais parce que je l'ai vécu avec Pablo, même si c'est un psychologue ou quelque chose qu'on vous dit que c'est le meilleur psychologue pour accompagner les hauts potentiels, si ça le fait pas, fuyez. C'est pas parce que c'est le meilleur pour 99% des gens qu'il est bien pour vous ou pour votre enfant en fait. Oui, c'est ça. Moi, on a vraiment eu un gros problème de toxicité avec une psy, hein, donc vraiment, et peut-être qu'elle était très bien avec les autres, hein, c'est pas un souci, mais c'est que ça correspondait pas à Pablo. Exactement. Il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est vrai que quand les personnes ont vécu la situation, c'est quand même pas du tout pareil que quand on l'a lu quelque part. Hein. D'ailleurs, notre livre, on l'a vraiment fait pour que ce soit quelque chose de pratico-pratique et pas juste bon alors. Et qui répondent à des questions concrètes voilà. De parents. Exactement. Oui, mais de toute façon, on le voit. Hein, et puis clairement, moi, il y a des passages que j'ai entourés, des trucs que j'ai stabilotés, que je laisse traîner sur la table et. Jamais. Ah, c'est bien, c'est pour ça qu'il a été fait. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de se rencontrer à nouveau. Oui, merci à tous qui nous ont suivis, qui étaient là, présents, qui ont fait des commentaires et qui ont apprécié. N'hésitez pas, quand je partagerai la vidéo, à remettre des commentaires si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Isabelle et Pablo. Et vraiment, encore merci. Et puis, prenez soin de vous. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci.
Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.